Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette table ronde sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et l'Inflation Reduction Act. Donc, je m'appelle Charlotte Emlinger, je suis économiste au CEPI et je vais être modératrice pour cette session. Donc, c'est une table ronde organisée par mes collègues du CEPI, par Isabelle Bensidoun, Antoine Bouette et Michel Foucain. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc MACF et Inflation Reduction Act, IRA, priorité donnée à l'environnement ou retour au protectionnisme. Donc avec ces deux dispositifs, l'Union européenne et les États-Unis ont affiché un clair engagement pour le climat, pour lutter contre le changement climatique. Mais ces deux dispositifs ont suscité de très fortes critiques des deux côtés de l'Atlantique. Alors d'un côté, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne est critiqué par les États-Unis et aussi par les pays en développement qui voient en lui une politique de protectionniste et une menace pour la compétitivité de leurs exportations vers le marché européen. Et de l'autre côté, l'Inflation Reduction Act, donc le IRA, fait aussi l'objet de nombreuses critiques alors, du côté européen qui craint une fuite des entreprises européennes vers les États-Unis pour bénéficier de ces subventions. Et c'est donc aussi vu comme un dispositif protectionniste parce que ces subventions qui sont définies par l'IRA est essentiellement réservée aux entreprises nord-américaines. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est d'y voir un petit peu plus clair dans ces deux politiques qui ont pour objectif donc, la lutte contre le changement climatique, voir de quoi il s'agit exactement, et quels en sont les effets attendus, à la fois sur l'environnement, mais aussi sur le commerce et les économies des différents pays, voir s'ils peuvent constituer des incitations pour les autres pays à suivre ce genre de politique, et plus largement voir quels enseignements on peut en tirer pour l'avenir de la mondialisation et les relations transatlantiques. Donc, beaucoup de questions. Alors pour répondre à toutes ces interrogations, on a réuni donc, 3 experts ici. Donc Antoine Bouet, qui est directeur du CEPI, parlera du contenu et des effets de l'IRA. Laurence Nardon, qui est responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, elle nous présentera un peu plus le background politique de cette politique de l'IRA et de sa mise en place. Et enfin, Lionel Fontanier, conseiller scientifique au CEPI, conseiller à la direction de l'économie et de la coopération internationale à la Banque de France et professeur à l'École d'économie de Paris, nous parlera, lui, plutôt de l'Union européenne et du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, je vais d'abord poser des questions aux intervenants qui répondront pendant 10 petites minutes à ma question. N'hésitez pas à poser des questions en ligne avec le hashtag Printemps de l'économie. Donc on gardera 10 minutes à la fin pour répondre à ces questions. Donc ma première question est pour Antoine. Donc est-ce que Antoine, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le fameux Inflation Reduction Act exactement, de quoi il retourne? Est-ce qu'on peut donner un peu des exemples de mesures concrètes pour voir de quoi on parle? Et aussi, la grande question, c'est est-ce que les critiques et toutes ces accusations de protectionnisme de cette politique sont fondées? Par exemple, est-ce que ça respecte les normes du commerce international, de l'OMC, par exemple? Donc, tu as 10 minutes. Si ça marche, ça marche. Il marche? Oui, merci. Merci pour cette invitation, d'abord. C'est mon premier printemps. Donc, l'Inflation Reduction Act, c'est une loi qui a été votée par le Congrès américain le 16 août 2022. Et en gros, dedans, il y a d'abord une hausse des impôts pour 750 milliards environ de dollars. Et puis, il y a un paquet pour la santé et puis un paquet pour le climat et l'énergie. Et le paquet pour le climat et l'énergie fait environ, disons 400 milliards, un petit peu moins. Donc il y a une réduction du déficit public derrière, et il y a effectivement un ensemble de mesures environnementales qui sont assez impressionnantes. Voilà. Et puis ça vient de la part de l'administration Biden après 2 lois, qui sont le Chips and Science Act, qui est une loi qui finance
l'innovation, la recherche et la production dans le secteur des semi-conducteurs, et puis le Bipartisan Infrastructure Law, qui est un programme gigantesque de 1200 milliards de dollars pour en fait améliorer la qualité des infrastructures de transport aux États-Unis. Donc l'administration Biden et détonne par son interventionnisme et par sa volonté de subventionner un certain nombre de choses. Alors, l'Inflation Reduction Act. Bon, d'abord, c'est un peu survendu. Pourquoi? Parce que, ça ne réduit pas du tout l'inflation, ou ça a peu de choses à voir avec l'inflation, mais en fait, ça a été nommé comme ça parce que le contexte macroéconomique était un contexte inflationniste. C'est la première préoccupation des Américains, et donc il y a quelques éléments qui pourraient jouer dans le sens d'une baisse de l'inflation, mais c'est manifestement pour mieux vendre en fait ce paquet de décisions. Et puis c'est sur 10 ans, donc en fait les 390 milliards de dollars pour le paquet climat-énergie, c'est 39 milliards par an, c'est tout. Et donc 39 milliards par an, ça a un impact aux États-Unis, qui n'est pas aussi grand, qu'il est différent d'un impact si c'était un petit pays. Donc il faut rapporter ça au PIB américain. Et si on rapporte ça au PIB américain, ça représente que 0,17% du PIB américain. Donc en fait, ce n'est pas si élevé que ça. Et si on regarde ce qui se passe en Europe dans les aides aux filières vertes, eh bien, on a des chiffres qui sont bien supérieurs. Toujours pour comparer et rapporter au PIB européen, c'est plutôt du 0,5% en 2021-2022. Donc ça veut dire qu'en Europe, alors le contenu des aides est différent, mais effectivement, en Europe, on fait aussi beaucoup. Alors, en quoi ça consiste? Par exemple, on a la mesure phare, c'est un crédit d'impôt quand vous achetez une voiture électrique. Donc en gros, on vous fait une remise de 7 500 $. Si c'est un véhicule neuf, il faut, bien évidemment, ça dépend du revenu du ménage qui achète la voiture. Ça dépend aussi de la taille du véhicule, hein. On ne le fait pas sur des véhicules qui sont trop gros. En général, ils sont plus chers aussi. Donc voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut que le véhicule ait été construit aux États-Unis ou assemblé aux États-Unis. Et il faut en plus qu'il y ait un certain nombre de composants, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui aient été faits aux États-Unis ou en Amérique du Nord, ou aux États-Unis ou dans un pays qui a signé un accord de libre-échange avec les États-Unis. Et ce seuil, qui est de 40% aujourd'hui pour les composants, il va être élevé chaque année pour atteindre 80% pour une partie des composants et 100% dans le cas des batteries en 2029. Donc vous êtes obligé de respecter un certain nombre de critères pour bénéficier de ce crédit d'impôt. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une clause de contenu local. Et c'est là, en fait, où il y a un gros problème par rapport à ce qui se fait d'habitude dans le commerce international, c'est que c'est interdit. Alors, un autre exemple d'aide, c'est en fait le paquet climat-énergie dans l'Inflation Reduction Act, c'est des subventions, donc des crédits d'impôt généralement, mais des subventions aussi pour l'utilisation d'énergies renouvelables, mais aussi pour la production d'énergie renouvelable. Donc si vous faites par exemple de la production d'électricité avec de l'éolien ou du solaire, vous allez toucher un certain nombre de dollars par kilowatt. Et là aussi, il y aura des clauses de contenu local, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous respectiez des critères du fait que ce que vous utilisez a été fait aux États-Unis. Donc c'est ça qui choque. C'est ça qui choque et c'est contraire aux règles générales du commerce international et en l'occurrence la clause de traitement national de l'Organisation mondiale du commerce. Il y a deux clauses très importantes dans l'Organisation mondiale du commerce. D'abord la clause de non-discrimination qui est l'article 2 et l'article 3 c'est la clause de traitement national. Alors, qu'est-ce que c'est que la clause de traitement national? Eh bien, c'est que lorsque une marchandise passe la frontière d'un pays, eh bien, cette marchandise donc, qui vient de l'étranger, dans un pays membre de l'OMC, doit recevoir le même traitement fiscal et réglementaire que toutes les marchandises similaires qui ont été produites sur le territoire. Donc, si vous avez un véhicule électrique qui a été fait en Allemagne, qui est exporté vers les États-Unis, une fois que ça a
passer la frontière et payer les droits de douane, eh bien, une fois que c'est sur le territoire américain, ça doit avoir le même traitement fiscal et réglementaire qu'une voiture électrique qui a été faite aux États-Unis. Et là, ce n'est pas le cas, puisque, effectivement, il y a une faveur aux voitures qui ont été fabriquées sur le territoire américain. Donc, c'est vrai que l'Inflation Reduction Act est une loi environnementale qui est assez ambitieuse en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que on a fait des évaluations, enfin pas nous, mais on a fait des évaluations et normalement, si toutes les politiques étaient gelées à la fin du mandat Trump, les Américains arriveraient sur une trajectoire de 27% de réduction de leur émission de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2005, 27%. Avec l'IRA, on arrive à 42%. Donc c'est vraiment une loi environnementale. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, il y a aussi une volonté de réindustrialisation du pays avec une clause qui est protectionniste puisqu'elle est contraire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Merci beaucoup Antoine pour ce premier aperçu donc, de l'IRA, de son contenu et de sa compatibilité avec les normes internationales. Donc maintenant, je vais me tourner vers Laurence. Donc, ce qu'on a compris avec l'intervention d'Antoine, c'est que c'est une politique qui a un nom plutôt trompeur, qui est plutôt une politique environnementale et aussi un peu protectionniste. Et donc, ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est comment on en est venu là ? Qu'est-ce qui a mené l'administration Biden à mettre en place cette loi ? Et est-ce que c'est une surprise, ce côté protectionniste, puisqu'on pensait avoir mis ces questions-là derrière nous à la fin du mandat de Trump ? Oui, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Et cette pièce, enfin cette salle est quand même incroyable. Mais bon, je reviens au sujet. Enfin, pas exactement, parce que moi, je voudrais justement, comme m'y invite notre modératrice, faire un petit pas en arrière et pas regarder ce qu'est l'IRA, parce que je pense qu'on vient d'en apprendre beaucoup, mais d'essayer de comprendre pourquoi l'IRA a été adoptée par cette administration Biden. Et effectivement, toutes les clauses protectionnistes qui sont mises en place semblent être en continuité avec ce que Trump avait commencé à faire pendant son mandat. Donc entre 2016 et 2020, on pensait qu'on en avait fini avec toutes les politiques de Trump quand Biden est arrivé à la Maison-Blanche, mais on voit que sur ce terrain-là, au contraire, on est dans la continuité. Alors qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qui se passe, c'est que, et là je ne vais pas juste parler d'environnement, je vais parler de politique plus généralement, les États-Unis sont en train de faire un tournant vraiment très important en termes de politique économique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de sortir de 40 ans de ce qu'on peut appeler en France d'ultralibéralisme économique pour revenir à des politiques qu'ils ont pratiquées auparavant et que nous, en France, on pratique beaucoup, qui sont des politiques d'intervention de l'État, de fiscalité élevée et de redistribution. Ce qui s'est passé, c'est que et ce sont des politiques, je le dis au passage, que les États-Unis avaient pratiquées depuis les années 30 avec le New Deal. Dans les années 60, il y avait eu cette politique de Great Society qui avait été lancée par le président Johnson, le successeur de Kennedy, qui allait dans le même sens, c'est-à-dire qu'on redistribuait de l'argent pour aider les plus pauvres et pour faire en sorte que les classes moyennes américaines s'en sortent, que leurs enfants soient toujours plus aisés que les parents, qu'ils puissent aller en fac, qu'ils puissent avoir une voiture, une maison, une assurance santé, etc. C'était ces politiques très sociales qui ont été interrompues dans les années 80 par l'administration Reagan, qui a voulu déréguler, défiscaliser, libéraliser l'économie américaine, une politique qui a été tellement à la mode que tous les présidents démocrates suivants ont suivi cette politique. Clinton, Obama ont fait la même chose. Et il y a eu... Donc c'était une sorte de politique économique acceptée de tous et qui semblait la chose la plus naturelle du monde. Il y a eu une prise de conscience aux États-Unis que les choses tournaient pas rond avec la crise économique de 2007-2008, qui est vraiment le déclencheur du tournant qu'on voit aujourd'hui avec l'IRA et l'administration Biden. En 2007-2008, les Américains se sont rendus compte qu'en réalité, cette libéralisation n'avait pas produit de prospérité, qu'au contraire, il y avait des riches qui devenaient de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres, que les classes moyennes s'en sortaient de moins en moins.
Et alors là, un petit mot de politique, ça a produit une colère politique aux États-Unis après la crise de 2007-2008 que l'on voit aussi bien à gauche qu'à droite. À droite, il y a eu cette révolte fiscale qui s'appelait les Tea Parties. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça vous dit quelque chose, vous êtes trop jeune pour beaucoup d'entre vous. Mais c'est une colère fiscale qui se manifeste sous Obama, avec un peu de relents xénophobes contre ce président, bien sûr. Enfin, xénophobe, pas xénophobe, c'est raciste en réalité, contre ce président. Et cette colère, elle commence en 2009. Elle a été récupérée par Trump dans sa campagne de 2016, bien évidemment. Cette colère, elle se voit aussi à gauche avec le mouvement Occupy Wall Street, qui pour le coup se manifeste plutôt en 2011 et qui a été récupéré par ces candidats très radicaux de gauche comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren en 2016 également. Bref, aujourd'hui, on a Biden qui arrive et on parle aujourd'hui de politique pour le climat, mais en réalité, les lois dont on vient de parler, IRA, CHIPS Act, Infrastructure and Jobs Act, dont vous avez parlé tout à l'heure, en fait, elles ont 3 objectifs. Alors, je les donne pas dans l'ordre d'importance, parce que je ne connais pas leur ordre d'importance pour Biden, mais enfin, les 3 objectifs sont les suivants. 1, lutter contre le changement climatique, donc c'est le passage à la voiture électrique, qui est une sorte de changement historique aux États-Unis. 2, protéger les classes moyennes et faire de la redistribution sociale pour que le contrat social américain se remette à fonctionner. Et 3, on n'en a pas du tout parlé, mais c'est important, c'est entraver la montée en puissance de la Chine. Parce que ce qu'on voit notamment dans le CHIPS Act, plus que dans le IRA, c'est des politiques qui visent à faire revenir aux États-Unis des usines de haute technologie, notamment sur les semi-conducteurs, pour faire en sorte que la Chine ne dépasse pas complètement les États-Unis pour tout ce qui est technologie de pointe. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va traverser l'Atlantique pour aller aux côtés de l'Union européenne. Donc je vais poser une question à Lionel sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc je vais poser un peu les mêmes questions qu'à Antoine. De quoi s'agit-il exactement ? Pourquoi l'Union européenne a mis en place ce dispositif? Et est-ce que les critiques qu'on entend, comme ça serait une politique protectionniste, est-ce que c'est des accusations qui sont fondées? Et est-ce que ça respecte aussi les normes du commerce international? Bien, merci Charlotte. Vous m'entendez parce que je n'ai pas beaucoup de retour. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Je tiens à dire tout d'abord que tout ce que je dirai n'engage que moi et pas du tout la Banque de France. C'est un point important. Donc je vais partir d'assez loin en fait et remettre en perspective le débat que nous avons eu à l'instant sur l'approche américaine des choses. La première chose à dire par rapport au titre de la session, c'est que le titre est un peu large, c'est-à-dire on parle d'environnement dans le titre, et le sujet dont on parle, en fait, ce n'est pas du tout l'environnement, ça n'est qu'une partie de l'environnement, c'est le climat. Il y a beaucoup d'autres dimensions dans l'environnement qui, éventuellement, sont des dimensions qui peuvent être contrariées par les politiques que l'on aura sur le climat. Que l'on pense par exemple à l'extraction des métaux rares qui vont être nécessaires pour faire les batteries des voitures. Il y a tout un tas d'autres sujets sur l'environnement qu'évidemment nous ne traitons pas ce matin. Donc c'est bien du climat dont nous parlons. Alors pour prendre les choses de très très loin, quel est le sujet avec le climat? Vous le connaissez. Et donc ce qu'il faut, c'est absolument réduire de façon drastique nos émissions de carbone. Et donc, il faut les réduire en Europe, il faut les réduire aux États-Unis, il faut les réduire en Chine, il faut les réduire en Inde, il faut les réduire partout. Et donc, l'analyse économique, puisque nous sommes au printemps de l'économie, l'analyse économique nous dit en gros qu'il y a 2 façons de le faire. Il y a une première façon qui est de mettre un prix sur le carbone, parce que vous n'avez peut-être pas pensé à ça avant d'entrer dans la salle, mais quand vous émettez du carbone, le carbone n'a pas de prix. Voilà, donc c'est un problème évident. Et l'autre approche, c'est de dire, bon, on ne va pas mettre un prix sur le carbone, mais on va mettre des réglementations où on va donner des subventions. Et donc pour faire simple, l'Europe a choisi plutôt de mettre un prix sur le carbone et les Américains ont choisi plutôt
d'adopter un système avec des réglementations et des subventions. C'est un petit peu plus compliqué, mais cette distinction permet de bien comprendre les choses. Alors pourquoi les Américains ont choisi plutôt de mettre des subventions et des réglementations? En fait, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus malins que nous. C'est-à-dire les Américains ont bien compris qu'il y avait un sujet politique, c'est-à-dire que le prix du carbone était difficilement acceptable sur le plan politique. J'en veux pour preuve, même si c'est un peu réducteur, le mouvement des Gilets jaunes en France. Donc c'est très difficile de faire accepter politiquement un prix du carbone, parce que quand vous mettez en place un prix du carbone, il faut imaginer un système de redistribution des revenus générés par la tarification du carbone, donc vers les ménages ou vers les entreprises, vers les ménages qui n'ont pas les moyens de se payer des équipements décarbonés et vers les entreprises qui sont soumises à des problèmes de compétitivité. Donc ça, c'est le paysage général. Et ce qu'ont fait les Américains, c'est que non seulement ils ont adopté cette solution qui politiquement est beaucoup plus facile, mais en même temps, ils ont lu la théorie économique à fond et ils savent que, en termes d'efficacité pour réduire les émissions de carbone, le prix du carbone est toujours plus efficace que les réglementations et surtout que les subventions. Pourquoi ? Parce que quand vous subventionnez pour réduire les émissions de carbone, en fait, ça réduit toujours moins les émissions de carbone que mettre un prix. Voilà. Et donc, comme une tarification du carbone est toujours plus efficace qu'une subvention ou une réglementation, il faut chercher les exceptions dans la théorie économique à cette règle générale. Et donc, les exceptions dans la théorie économique à cette règle générale, c'est ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas pris en compte par le marché. Et l'externalité dont il s'agit, c'est ce qu'on appelle des économies d'apprentissage, c'est-à-dire plus vous produisez d'éoliennes, de batteries, etc., moins ça coûte cher. Et donc, s'il y a des économies d'apprentissage, ces économies d'apprentissage, cette externalité n'est pas internalisée par les agents économiques, donc ils ne dépensent pas assez sur les produits verts. Et donc, il faut faire en sorte que les productions des produits verts se fassent aux États-Unis. Et donc, la raison fondamentale du protectionnisme de l'IRA, ou de l'IRA, ça n'est pas une volonté protectionniste des Américains, c'est simplement que si on veut assurer l'efficacité du dispositif de l'IRA, sachant que c'est moins efficace que le prix du carbone qu'on a choisi en Europe, eh bien, il faut aussi s'assurer que les usines seront aux États-Unis. Donc les Américains sont, je l'ai dit, très malins, ils sont aussi très pragmatiques, et donc, finalement, ils se sont dit, OK, on va se fâcher un petit peu avec l'OMC, mais ce n'est pas forcément très grave. On va se fâcher avec les Européens, mais probablement qu'on peut discuter avec eux. Et on va se fâcher avec les Chinois, mais ça, finalement, c'est le but qui est poursuivi, comme Laurence le rappelait tout de suite. Donc ça, c'est le paysage général. Alors, que font les Européens? Ils ont un prix du carbone. Et donc, les industriels européens payent un prix du carbone quand ils, dans les industries qui sont très polluantes en carbone, comme l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais. Dans ces industries, quand vous émettez 1 tonne de carbone, vous payez aujourd'hui un quota. Vous devez acheter un quota. Et ce quota coûte 100 € aujourd'hui la tonne. Donc quand vous produisez 1 tonne d'acier, tout le monde dans cette salle sait bien que pour produire 1 tonne d'acier, en moyenne, au niveau mondial, il faut émettre 1,8 tonne aujourd'hui de carbone. 1,8 tonne de carbone, c'est beaucoup. Hein. Quand vous allez à New York en avion, c'est 1 tonne. Donc, 1,8 tonne de carbone pour produire 1 tonne d'acier. Et donc ça vous coûte presque 200 €. Donc, un Européen qui produit de l'acier, pour produire 1 tonne d'acier, s'il est sur une technologie à 1,8 tonne ou 2 tonnes, il va payer 200 €. Un industriel chinois qui produit de l'acier, il va payer 0. Et donc, l'acier chinois et l'acier européen vont se retrouver en concurrence. De la même façon, l'aluminium chinois et l'aluminium européen vont se trouver en concurrence sur le marché européen et sur les marchés extérieurs. Et donc ça pose un problème de compétitivité aux industries européennes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus vous durcissez, si vous ne faites rien d'autre que ce que j'ai dit jusqu'ici, plus vous durcissez les réglementations, plus vous durcissez, non pas la réglementation, mais le plafond d'émissions pour ces industries au niveau européen, donc plus le prix du carbone monte, parce qu'il y a de moins en moins de quotas d'émissions et les industries sont toujours là. Et donc, comme c'est de plus en plus cher, les industries vont s'en aller.
Donc soit les industriels du ciment vont aller s'implanter en Turquie, c'est ce qu'on appelle une délocalisation, soit ils ne vont pas le faire et de toute façon ils seront concurrencés par le ciment turc et ils disparaîtront du paysage. Donc ça c'est ce qu'on appelle des fuites de carbone, c'est-à-dire que le carbone que l'on n'émet pas en Europe, il va être émis ailleurs. Et donc est-ce que les fuites de carbone sont grandes? Si on ne fait rien pour les limiter, elles sont gigantesques. Et donc pour les limiter, la solution qu'on a utilisée jusqu'ici en Europe, c'est de donner des quotas d'émissions gratuits aux industries que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc le ciment, l'acier, l'engrais, l'aluminium, aujourd'hui, ne payent qu'une petite partie des quotas d'émissions qu'ils devraient payer. Donc ils ne vont pas du tout payer les 200 € que je mentionnais tout à l'heure. Ils vont payer beaucoup, beaucoup moins. Le projet européen, pour ne pas être trop long, mais c'était important de partir d'assez loin, qui a été donc entériné entre le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne le 18 décembre dernier, donc vous voyez que c'est très récent, met en place donc le MACF, mais en même temps supprime ces allocations gratuites. Parce que le fond de l'affaire, c'est de supprimer ces allocations gratuites qui empêchent le dispositif prix du carbone d'être efficace. Parce qu'on met un prix du carbone, mais en fait vous ne le payez pas, donc ce n'est pas très efficace. Donc on veut supprimer ces allocations gratuites sur un horizon de 10 ans, et supprimer les allocations gratuites, ça veut dire que le prix des quotas va être très très élevé, et comme le prix des quotas va être très très élevé et que les industriels vont devoir le payer, si vous voulez garder les industries dont j'ai parlé en Europe, il faut faire quelque chose. Et le quelque chose, c'est la deuxième partie du MACF, la première partie étant la suppression des allocations gratuites, et la deuxième partie, c'est de mettre en place un dispositif selon lequel les importateurs en Europe qui achètent de l'acier en Chine doivent payer une taxe, disons, même si ce n'est pas une taxe formellement, mais disons une taxe pour aller vite, qui va correspondre aux quotas qu'ils auraient dû acheter si l'acier avait été produit avec les mêmes technologies en Europe. Donc c'est ça le point. Donc ce système fait en sorte que vous compensez à la frontière le fait que les Européens vont payer maintenant ce qu'ils ne payent pas jusqu'ici, c'est-à-dire le carbone qu'ils émettent dans les industries que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc c'est ça le MACF. Ce n'est pas du tout du protectionnisme, c'est juste faire en sorte qu'on va éviter, autant que faire se peut, les fuites de carbone. Est-ce que c'est compatible avec l'OMC? Puisque Charlotte Emlinger m'a posé la question. En fait, vous avez la moitié des juristes qui vous disent oui et la moitié des juristes qui vous disent non. C'est ça la force des juristes, parce que ça crée évidemment un immense marché pour le conseil juridique. Et donc, en réalité, au sein de l'OMC, il y a un article que l'on peut utiliser, qui est une exception dite environnementale, et qui permet de faire un certain nombre de choses sous un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditions, il y a le fait que vous n'avez pas le droit de restituer des quotas à vos exportateurs. Ce qui fait, et j'en aurai terminé, que les producteurs européens qui vont produire de l'acier pour le vendre en Europe vont être protégés de la concurrence chinoise par le MACF, puisqu'il y a cette taxe à la frontière. Mais s'ils veulent exporter de l'acier au Brésil, eh bien là, ils ne seront plus protégés, parce qu'en Europe, ils payent maintenant les quotas, enfin ils vont payer les quotas, ils doivent les acheter, mais il n'y aura pas de restitution de ces quotas quand ils exportent, alors qu'auparavant, avec le système des allocations gratuites, ils ne payaient pas ces quotas du tout. Donc les exportateurs dans ces secteurs ne sont pas contents du tout, et vous les entendez beaucoup, hein, le lobby correspondant est très très actif pour montrer ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'ils vont perdre des parts de marché, ils vont avoir un problème de compétitivité. Et il y a un autre secteur qui va être très concerné, c'est un secteur qui est en aval de l'acier, en aval de l'aluminium. Que fait-on avec de l'acier et d'aluminium? Eh bien, on fait des voitures. Et donc, les producteurs de voitures, les constructeurs automobiles en Europe vont payer plus cher leur acier, plus cher leur aluminium, s'il est fabriqué en Europe et aussi s'il est importé. Et donc ça va diminuer leur compétitivité. Et du coup, les voitures chinoises qui arrivent en Europe, on commence à en voir, elles ne payent pas le carbone sur l'acier, ne payent pas le carbone sur l'aluminium, ne payent pas le carbone sur le verre des pare-brises, alors que les voitures fabriquées en Europe payent tout ça.
Et donc, pour toutes ces raisons, ça pose aussi un problème de compétitivité en aval. Donc, en réalité, le MACF n'est pas du tout protectionniste, c'est même très exactement l'inverse d'un instrument protectionniste, puisque c'est un instrument qui, d'une certaine façon, déprotège notre industrie pour les raisons que j'ai évoquées. Donc c'est vraiment un instrument environnemental, à vocation environnementale, et qui doit être compris comme cela. Merci beaucoup. Donc, après ces 3 interventions, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur qu'est-ce que l'IRA, le MACF et leur... de quoi ça consiste exactement. Donc là, on va faire une deuxième tournée de série de questions. Je demanderai des réponses un peu plus courtes, juste de 5 petites minutes, pour discuter un peu de l'impact de ces politiques, en particulier sur l'Union européenne. Donc Lionel a déjà un petit peu répondu à ma question, mais sur l'Union européenne et sur les relations transatlantiques. Donc je vais commencer par Antoine à nouveau. Donc on a vu que l'IRA c'était une loi ambitieuse en termes climatiques, mais quel va être l'impact pour l'Union européenne? Est-ce que justement ces craintes de fuite d'entreprises européennes vers les États-Unis est une crainte fondée? Est-ce qu'on risque d'avoir une nouvelle vague de désindustrialisation en Europe? Et comment l'Union européenne peut répondre à cette politique? Donc, alors concernant l'impact sur une éventuelle désindustrialisation de l'Europe, je vais faire une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En fait, il y a des éléments qui plaident en faveur effectivement d'une fuite d'un certain nombre d'industries vers les États-Unis. Les États-Unis, c'est un gros marché. Il y a quand même 40 milliards a priori par an qui vont être distribués aux entreprises qui se localisent dans ce pays. C'est des subventions qui sont immédiatement disponibles, enfin des crédits d'impôt. C'est des crédits d'impôt, donc c'est des aides qui sont immédiatement disponibles. En Europe, c'est toujours beaucoup plus compliqué d'obtenir des aides s'il faut monter des projets qui respectent un certain nombre de critères. Alors que là, à partir de la date du 1er janvier, par exemple, vous allez pouvoir compter sur ces aides. Et puis c'est prédictible parce que c'est sur 10 ans. Donc les investisseurs savent qu'ils vont avoir cette aide pendant 10 ans. Donc ça aussi, c'est excellent. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant aussi en termes de simplicité, de pragmatisme, comme disait Lionel tout à l'heure, c'est vraiment le côté américain qui ressort, c'est le fait que c'est un déploiement de technologies existantes. Alors qu'en Europe, on a plutôt tendance à rechercher d'être toujours à la pointe de la technologie, d'innover. Donc c'est à partir du moment où on monte ce type de projet innovant qu'on reçoit des subventions. Donc là, c'est déploiement de technologies existantes, vous êtes subventionné, donc c'est très bien. Alors, il y a quand même un certain nombre... alors, ça se rajoute à des choses qui sont inquiétantes. C'est qu'effectivement, le prix de l'énergie est beaucoup plus bas aux États-Unis. Et donc, déjà, ça a attiré les industriels du monde entier de s'installer sur le territoire américain, parce que pour produire, il faut toujours de l'énergie, et l'énergie est beaucoup moins chère, effectivement, aux États-Unis. Donc, si vous rajoutez, en fait, tout ça, peut-être que ça va faire beaucoup. D'un autre côté, les clauses de contenu local, c'est un petit peu délicat de dire si elles sont efficaces parce qu'en fait, il y a beaucoup de travaux qui disent qu'au bout d'un moment, c'est contre-productif parce que vous vous obligez à adopter des modes de production qui ne sont pas efficaces. Puisqu'on vous dit, vous achetez du local et c'est souvent plus cher. Si on vous demande, si on vous contraint par la loi à acheter quelque chose qui vient de l'économie locale, eh bien c'est que c'est plus cher, sinon vous le feriez naturellement. Donc là, en fait, vous êtes contraint d'acheter des composantes locales qui sont plus chères, et en plus, le seuil de composants à respecter va augmenter année après année, et donc ça veut dire qu'en 2028-2029, il va falloir quand même acheter des choses qui ne sont pas du tout compétitives pour un montant très important de ce que vous produisez. Donc il y a des calculs à faire qui ne sont pas aussi évidents que ça. Les travaux des économistes montrent bien que les clauses de contenu local, eh bien, effectivement, ça peut avoir un effet incitatif au début, et puis au bout d'un moment, quand elles deviennent très contraignantes, eh bien, elles deviennent contre-productives. Donc ça, c'est embêtant. Et puis, il y a peut-être une question que je pourrais poser à Lionel. C'est en fait, est-ce que la voie, ce n'est pas aussi l'innovation? C'est-à-dire, aux États-Unis, c'est le déploiement de technologies existantes. En fait, peut-être que l'avenir, et peut-être ce qui est le plus prometteur en termes de lutte contre le changement climatique, c'est en fait des innovations qui sont un peu disruptives. Donc voilà.
Je voudrais dire que l'Union européenne a un certain nombre d'atouts. D'abord, c'est un marché qui est gigantesque, avec quand même relativement des gens qui sont riches. Donc ça attire les investisseurs, il faut s'implanter localement. A priori, c'est très difficile de transporter d'un continent à l'autre des batteries. Même les véhicules, les constructeurs hésitent, mais les batteries pour véhicules électriques, ils hésitent beaucoup parce que c'est dangereux. Donc ils préfèrent en fait implanter sur chaque continent des usines à batteries. C'est pour ça qu'on va avoir des méga factories de batteries en France par exemple et en Europe. Donc ça c'est important. Et puis on a un droit de douane sur les véhicules électriques en Europe de 10%. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis où il est de 2,5%. Donc quand vous êtes producteur en Chine, par exemple, de véhicules électriques, vous savez que si vous exportez en Europe, vous allez devoir payer 10% sur quelque chose qui vaut 50 000 $, ça fait 5 000 $. Hein. Donc là aussi, il y a des calculs à faire, et c'est pour ça peut-être qu'on a expliqué, on a justifié le fait que, par cette raison, que le producteur chinois de véhicules électriques BYD en fait, va s'implanter en Europe pour ne pas payer en fait, le droit de douane de 10%. Donc il va y avoir en fait une réaction de l'Europe. Alors, quelle va être cette réaction? Premièrement, on va rajouter des subventions. On va le savoir au cours de l'année 2023. Il va y avoir un nouvel assouplissement des aides d'État. Donc les assouplissements d'aides d'État, a priori, c'est interdit. Ça ne se fait pas, enfin l'aide d'État, tout simplement parce que ça avantage les pays qui sont gros, les pays qui sont... Et généralement, en fait, quand vous regardez les aides d'État quand elles ont été assouplies, eh bien, c'est l'Allemagne et puis la France qui subventionnaient beaucoup de choses parce que c'est des pays qui, en Europe, ont des capacités financières qui sont très importantes. Donc on va de nouveau certainement assouplir les aides d'État et puis il va certainement y avoir aussi un emprunt européen qui va financer des subventions au profit certainement des petits pays. On va certainement simplifier les procédures qui sont aujourd'hui très compliquées. On va accélérer les permis, l'octroi de permis. Donc on va avoir des permis, par exemple, pour installer des usines de voltaïque ou des usines de production d'électricité à partir d'éolien ou de solaire. On va l'avoir beaucoup plus rapidement. Et puis, on va travailler aussi sur l'accès aux minerais critiques. Donc ça, c'est très important. La grande compétition, peut-être des années à venir, ça va être sur l'accès à un certain nombre de minerais critiques qui sont essentiels pour la fabrication des batteries, des véhicules électriques notamment. Donc dedans, il y a les fameuses terres rares, qui ne sont pas rares du tout, mais c'est un problème physique. Et puis il y a le lithium, le cobalt, le nickel. Donc l'Union européenne travaille là-dessus pour, là aussi, faciliter l'octroi de permis pour construire des mines qui vont nous permettre d'obtenir du lithium. Alors, il va y avoir des gros débats en France sur, par exemple, est-ce qu'on peut lancer une mine sur le lithium dans l'Allier ou en Alsace. Et puis, vous savez qu'il y a la Nouvelle-Calédonie qui produit beaucoup de nickel et de cobalt. Et puis, on signe des accords régionaux avec le Chili, avec l'Australie, tout simplement parce que le Chili et l'Australie sont des pays où il y a beaucoup de lithium, de terres rares, de nickel, de cobalt, etc., etc. Merci beaucoup. On va rester. Merci pour ces aperçus des différentes politiques que l'Union européenne peut mettre en place. Donc je vais poser un peu, pour poursuivre cette discussion, la même question à Lionel. Il a montré que le MACF posait un risque sur la compétitivité des entreprises européennes. Et donc, alors Antoine a déjà posé la question de l'innovation, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a déjà eu un petit aperçu, mais... Voilà, donc merci pour répondre d'abord à Antoine. Ce qu'il a dit est très très juste, évidemment. Le désavantage du système de subvention, avec en plus un plan sur 10 ans, etc., c'est que vous figez le développement des énergies vertes dans un cadre qui est le cadre technologique d'aujourd'hui. Alors qu'avec un prix du carbone, vous ne figez rien du tout. Et vous allez choisir toujours demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, la technologie la plus efficace. Et donc le prix du carbone par rapport au système américain, ça laisse la porte ouverte à toutes les innovations. Et donc c'est quelque chose qui est meilleur pour l'innovation. Et en plus, ça laisse la porte ouverte à l'adoption de toutes les innovations. Et donc de ce point de vue, c'est bien meilleur. Donc la seule difficulté reste évidemment de savoir ce qu'on fait des revenus
qui vont être générés d'une part par la mise aux enchères des allocations qui auparavant étaient gratuites, donc ça c'est une première source de revenus, et d'autre part ce que l'on fait des revenus qui sont issus du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire le fait que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les importateurs européens vont devoir acheter des certificats d'émission correspondant aux quotas d'émission qui auraient été achetés si les produits avaient été fabriqués en Europe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire tout d'abord de la mise aux enchères, enfin des revenus de la mise aux enchères des allocations qui auparavant étaient gratuites? Pardon pour cette phrase un peu compliquée. Eh bien, l'idée justement de la Commission européenne, et ce sur quoi on s'est mis d'accord, il y a des chiffres là-dessus que je n'avais pas donnés, c'est d'utiliser ça en grande partie pour l'innovation. Donc ça va aller sur des projets pour l'innovation. Donc ça c'est formidable, avec le bémol qu'Antoine a signalé tout à l'heure, c'est que tout ça va être très compliqué, il va falloir mettre en place des systèmes pour décider qui reçoit quoi, etc. Mais fondamentalement, c'est beaucoup d'argent qui va être utilisé directement pour aller vers l'innovation verte. Et ça va aller aussi dans un fonds social européen qui va être là pour donc aider les ménages à faire la transition qui doit être faite vers l'énergie décarbonée. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec l'argent de la mise aux enchères des allocations gratuites. Mais il y a une deuxième poche, on a tous deux poches, donc là, l'Europe en a une deuxième aussi, et la deuxième, c'est l'argent qui va être apporté par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, par le fait que les importateurs achètent des certificats d'émission. Alors là, la difficulté que l'on a, c'est que les évaluations sur le montant exact de l'argent qu'on aura dans cette deuxième poche sont assez divergentes entre la Commission européenne et d'autres évaluations. Mais ceci mis à part, la question se pose de savoir ce qu'on va en faire. Et là, le Parlement européen avait une position qui n'a pas été suivie par la Commission et par le Conseil européen. L'idée du Parlement européen, c'était qu'une partie de cette somme serait utilisée, et si possible une grande partie, pour faire de la décarbonation dans les pays pauvres, dans les pays en voie de développement, dans les pays les moins avancés. Pas en Chine, mais dans les pays les moins avancés. Pourquoi c'était une bonne idée? Eh bien tout simplement parce que le rendement économique, le retour sur investissement, si vous préférez, d'1 euro ou d'1 dollar investi sur la décarbonation de l'industrie de l'aluminium au Mozambique, c'est gigantesque. Parce que ces pays-là ont des niveaux de pollution très bas, des niveaux d'émissions très bas en termes absolus. Mais si vous regardez les industries qui y sont localisées ou les unités de production les unités de production d'électricité qui y sont localisées, vous avez des niveaux d'émissions qui sont très très grands. On produit de l'électricité avec du charbon, on produit de l'aluminium avec du charbon, etc. Donc pour éviter ça, il faut décarboner dans ces pays. Mais ces pays n'ont pas les moyens de le faire. Et donc on pourrait utiliser une partie des revenus du MACF pour les aider à le faire. Ça n'est pas ce qui a été décidé. Et sur le plan de l'analyse économique, c'est une très mauvaise idée de ne pas avoir décidé cela. Sur le plan de la faisabilité politique de ce type de transfert vers les pays en voie de développement, dans un contexte où on taxe plus le carbone en Europe, c'est probablement politiquement une idée qui est assez raisonnable d'être allé dans cette direction. Mais en tout cas, on n'a pas décidé d'utiliser le revenu du MACF pour décarboner dans les pays en voie de développement. Et donc, l'avis que j'ai là-dessus, mais qui n'engage que moi, c'est évidemment que c'est une occasion perdue, d'arrimer les pays émergents, ou en tout cas les pays en développement en général, plus à l'Europe en termes de bonnes relations, et de favoriser la décarbonation dans ces pays, ce qui est absolument impératif, parce que quand ces pays vont se développer, et c'est en train d'arriver, s'ils se développent avec les technologies qu'ils ont aujourd'hui, ça va être une catastrophe absolue. Donc ce que l'on va faire comme effort en Europe, ça va être surcompensé par donc le développement de ces pays, développement auquel ils ont droit et auquel on doit aspirer, mais qui ne pourra pas se faire avec les technologies dont ils disposent aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour finir ce deuxième tour de table avant les questions, j'ai une question pour Laurence pour prendre un peu plus de recul. Donc on a vu que chaque côté de l'Atlantique avait pris différents
orientation, comme nous l'a démontré Lionel. Quel va être l'avenir des relations transatlantiques après tout ça? Comment les États-Unis réagissent justement à la politique européenne? Et est-ce que ce qu'on appelle le friendshoring, le fait qu'on commerce plus avec certains pays amis, a de l'avenir, alors que les États-Unis, comme vous l'avez dit, regardent surtout vers la Chine actuellement? Donc est-ce que notre relation transatlantique a beaucoup d'avenir là-dedans? Oui, je vais aller vite pour qu'on ait le temps de prendre quelques questions. Juste pour dire que les Européens se sont beaucoup inquiétés de l'IRA. On a vu moins, en tout cas dans la presse générale, on a vu moins d'inquiétude côté américain sur les réactions européennes. Ça leur semble moins important. On entend, c'est vrai, plus parler d'industries européennes qui veulent s'installer aux États-Unis tout à coup que l'inverse. Mais il y a et dans ce contexte, il y a des discussions transatlantiques, des négociations transatlantiques extrêmement soutenues qui se sont déroulées ces derniers mois. Les Européens qui ne sont pas liés aux États-Unis, alors les Européens de l'Union européenne, qui ne sont pas liés aux États-Unis par un accord de libre-échange, puisque toutes les négociations depuis des années ont toujours échoué sur le Trade and Technology, c'était quoi? C'était le TTIP, je crois, Trade and Technology Investment Partnership, c'était le projet, qui a échoué. Et donc nous ne sommes pas liés, ah oui, transatlantique, ouais, c'est ça, pardon, a échoué, et donc nous ne sommes pas liés aux États-Unis par un accord de libre-échange, et donc, a priori, nos industries de voitures électriques et de batteries, etc., ne seront pas, devront payer plein pot pour s'exporter aux États-Unis, donc ça ne va pas marcher. Mais juste pour rester sur quelque chose d'optimiste, les négociations avancent et il y a un forum très intéressant dans lequel les négociations transatlantiques se déroulent aujourd'hui sur toutes ces questions-là. C'est le TTC. Alors cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est le Trade and Technology Council, en français le Conseil pour le commerce et la technologie. On dit TTC. C'est un forum assez récent qui se réunit à peu près tous les 6 mois entre l'Union européenne et les États-Unis pour discuter de tout ça. Et le prochain a lieu en Suède les 30 et 31 mai. Et on va... Alors, il y a 10 paniers de discussion, mais entre autres, il y a ces questions de raw material, c'est-à-dire de terres rares. Et on va probablement obtenir des Américains que les terres rares qui ont été extraites ou transformées dans l'Union européenne seront considérées par les États-Unis comme venant d'un pays auxquels ils sont liés par un traité de libre-échange et donc pourront rentrer sans droit de douane particulier aux États-Unis. Bref, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais s'il n'y a pas de capitaux chinois dans l'affaire. Oui, s'il n'y a pas de capitaux chinois dans l'affaire, c'est vrai, ça va être compliqué. Ok, très bien. Eh bien, je vous invite à surveiller ce qui se passera les 30 et 31 mai donc en Suède, puisque nous aurons le résultat de ces négociations qui sont assez intenses en ce moment. Mais enfin voilà, donc ça discute quand même. Merci Laurence pour cette note optimiste pour finir le tour de questions. Donc on a quelques minutes pour prendre des questions. S'il y a des questions dans la salle, j'en ai aussi une sur WhatsApp. Mais s'il y a des questions dans la salle, on peut prendre... D'accord. Donc ah, là il y en a une là-bas. Est-ce que je prends les 2 questions d'abord ouais, bon, donc, il y a une question sur WhatsApp qui est plutôt pour Lionel. Peut-on, de la part de Georges, peut-on envisager d'appliquer le MACF à des produits finis importés comme l'automobile pour établir des conditions de compétitivité équitables? Oui, alors ça tombe bien parce que ma question était d'abord sur l'automobile et ensuite j'aimerais faire une autre remarque. Première question sur l'automobile, vous nous avez dit que les Américains allaient avoir une contrainte de contenu local. Alors ce qui m'étonne, c'est que ça vous étonne parce que c'est la méthode que les Chinois ont pratiquée quand ils ont finalement accepté, dans un secteur qui était dit stratégique, l'investissement automobile. Les contenus locaux ont été hyper importants et ça a permis aux Chinois d'acquérir, en faisant l'économie de l'apprentissage, toute la technologie automobile occidentale. Donc on ne peut pas dire que finalement, avoir une contrainte de contenu local, c'est sans incidence et sur les transferts de technologie et sur finalement la recherche. Donc je pense, monsieur, qu'il faut mesurer votre propos sur ce sujet-là. Les Américains veulent protéger aujourd'hui la voiture autonome et dans le fond, en ayant cette contrainte de contenu local, ils veulent pousser la recherche qui est notamment financée par le secteur de la défense dans le domaine de la voiture autonome. Donc je pense qu'il faut mesurer. Deuxième remarque, tout à fait intéressante, vous n'avez pas mentionné le problème des transports, qu'ils soient aériens ou maritimes.
Alors il me semble que dans le domaine de la dépollution, le problème du transport aérien et maritime est un problème assez central et il serait intéressant peut-être dans une conférence comme celle-ci de le mentionner. Enfin, dernier élément, l'influence, la recherche, notamment dans le domaine de tout ce qui peut être biotechnologie et autres. C'est un secteur intéressant qui pose une question tout à fait importante, qui est la question du rapport à la biomasse. Il est clair que quand on veut augmenter la production d'énergie à partir de la biomasse, il faut la produire. Et la produire aujourd'hui est quelque chose de compliqué. Soit on la produit dans les produits émergents, dans les pays émergents qui, eux, ne pratiquent aucune restriction en matière d'OGM et de produits phytosanitaires, soit on réduit la production dans les pays qui respectent une norme environnementale tout à fait respectable et on ne trouve plus suffisamment de biomasse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question dans la salle avant que je passe la parole à nos intervenants pour répondre? Bon, ben on va pouvoir... je ne sais pas qui veut prendre... Lionel, Antoine, qui veut commencer? Oui, alors, sur la question de la possibilité d'appliquer le MACF en aval, donc pour des industries comme l'industrie automobile et pas comme l'acier, ça fait partie des objectifs à terme de ce projet. C'est en tout cas ce que le Parlement européen avait en tête. On a déjà intégré le 18 décembre dernier quelques produits en aval, donc ça va vous faire sourire. Ce sont les vis et les boulons. Donc c'est un début, nous n'avons pas encore une voiture complète, mais il y a cet élément-là, c'est un élément important. Et puis progressivement, on aimerait aller plus en aval, mais ça pose une difficulté importante, que vous comprenez bien, c'est que c'est très difficile à documenter. Autant c'est facile de dire combien il y a de tonnes de carbone dans une tonne d'acier, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très difficile de dire combien il y a de tonnes de carbone dans un produit complexe. C'est vrai pour une voiture, c'est vrai pour le smartphone que vous avez dans la main. Tout ça émet beaucoup de carbone dans la production, mais c'est très difficile de le mesurer précisément. Donc il va falloir avoir des progrès en matière de reporting avant de pouvoir aller en aval. Et sur le transport, juste pour répondre, la remarque est très juste. Le point, c'est que dans les émissions que rapportent les pays, par exemple dans le cadre de l'accord de Paris, eh bien, le transport international, qu'il soit aérien ou par bateau, n'appartient à personne. Ce sont des émissions qui n'appartiennent à personne. Voilà. Et donc, c'est un vrai sujet au niveau international sur lequel les transporteurs maritimes et aériens travaillent. Et nous en avons parlé un petit peu, parce que si vous avez bien écouté, j'ai dit que pour aller à New York, il fallait 1 tonne de carbone. Donc, c'était déjà quelque chose qui était dans le débat, mais sur le fond, vous avez évidemment raison, il faut parler de ces sujets beaucoup plus. Je laisse peut-être Antoine répondre sur les taux d'intégration locale et nous dire qu'il y en a eu depuis très longtemps, par exemple dans l'ALENA. Oui, il y a eu dans l'ALENA, il y a eu au Japon, dans les années 80-90, on accusait le Japon de faire implicitement du contenu local dans l'industrie des semi-conducteurs. Donc ce n'est pas du tout une pratique nouvelle. Je n'ai pas dit que c'était une pratique nouvelle. J'ai dit que c'était une pratique qui allait à l'encontre de la clause numéro 3 de l'Organisation mondiale du commerce, qui est la clause de traitement national. Et comme le disait Laurent, c'est quand même une évolution de la politique commerciale américaine par rapport alors, je ne sais pas exactement quand dater de ça, parce que c'est peut-être même un petit peu avant Trump, donc c'est difficile, mais effectivement, il y a quand même une évolution de la politique commerciale américaine sur ce sujet. Donc c'est une clause protectionniste, c'est une pratique qui n'est pas nouvelle, c'est une pratique contraire à l'OMC. Et deuxièmement, je n'ai pas dit que c'était inefficace, j'ai dit qu'au bout d'un certain moment, quand on augmente les seuils de contenu local, eh bien, on demande trop aux producteurs en termes d'orientation de leur achat de biens intermédiaires et de biens d'équipement. Donc ce que montre effectivement tout un tas de travaux, c'est que quand vous forcez effectivement les seuils de contenu local de plus en plus élevés, eh bien, vous faites que les producteurs locaux, qui sont obligés d'acheter uniquement ce qu'il y a de local, eh bien, ils deviennent non compétitifs.
Merci beaucoup. Donc, on va devoir rendre la salle. Donc, je vous incite, pour en savoir plus sur ces différents sujets, d'aller sur le site du CEPI, lire la lettre et le blog de Lionel sur le MACF ou le Policy Brief d'Antoine sur l'IRA. Et je vous recommande aussi chaudement le podcast de Laurence qui s'appelle New Deal sur le site de l'IFRI. Donc, je remercie nos 3 intervenants et merci beaucoup à tous.